Premier webinaire des assises des délais de paiement, dont le thème est Regard croisé avec le médiateur des entreprises. Je rappelle que vous pouvez poser toutes les questions au long de cet échange, et nous allons y répondre en fin de cet échange. On a le plaisir de recevoir pour traiter ce sujet Pierre Pelouzet, donc médiateur des entreprises. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. On a le plaisir de recevoir aussi Eric Scherer, président de la FDCC. Bonjour Eric. Bonjour. Et enfin, nous avons le plaisir également de recevoir Charles Battista, président de la FIGEC. Bonjour Charles. Bonjour Jérôme. Et on est très content de retrouver notre journaliste qui nous a accompagnés en 2019, qui est un excellent journaliste, Rachid Arab, qui va nous accompagner dans ces webinaires institutionnels. Mon cher Rachid, je te laisse la parole. Merci infiniment à tous ceux qui sont sur scène et à tous ceux et toutes celles qui sont dans la salle numérique qui aujourd'hui nous réunit. Il y a déjà plus de 150 personnes qui se sont jointes à nous, donc je leur souhaite la bienvenue et une excellente journée et un excellent débat. Avant de donner rapidement la parole aux intervenants et puis de gérer ensuite les questions que vous nous poserez en fin de réunion, moi je voudrais dire trois mots, mais vraiment trois mots au sens premier: sidération, résilience et solidarité. L'observateur que je suis, très attentif aux questions économiques, notamment pendant cette période de crise, a constaté comme vous tous ce moment de sidération que nous avons partagé. J'ai l'impression que ce moment de sidération, nous sommes en train de l'assumer, d'une certaine façon, de mieux le traiter, de mieux le comprendre. Résilience, j'ai l'impression que c'est la phase dans laquelle on est entré, c'est-à-dire se dire les choses sont ainsi, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et je pense que c'est le cas pour les Français, qu'ils soient chefs d'entreprise ou pas. Et le troisième mot, c'est solidarité. C'est ce qui m'a frappé en préparant la réunion d'aujourd'hui, à quel point les discours, les échanges sont basés sur des réalités concrètes, chiffrées, mais ne sont pas là pour noircir le tableau, plutôt pour essayer de trouver des solutions. Voilà les trois mots que je voulais dire en préambule. J'espère que vous les partagerez. Et c'est pour ça que j'accueille avec plaisir mon ami Pierre. Ce n'est pas la première fois que nous écoutons. Bonjour Rachid. Bonjour Pierre. Jérôme a rappelé que vous êtes donc le médiateur des entreprises. C'est une fonction qui, plus que jamais, me semble indispensable dans le paysage économique français. Vous allez tout d'abord nous rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est l'activité de la médiation des entreprises. Oui, bonjour Rachid, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Je vois les premiers commentaires, c'est sympa de les voir et de partager ça avec vous dans un cadre un peu particulier, évidemment. Mais on commence à prendre l'habitude d'être les uns chez les autres et de se parler. Donc, merci de m'accueillir chez vous et je suis heureux aussi que vous soyez un peu chez moi ce matin pour qu'on puisse partager. Alors, le rôle du médiateur, oui, je le rappelle, Rachid, le rôle du médiateur, c'est de travailler sur la confiance entre les entreprises, la confiance aussi entre les entreprises et les acteurs publics, notamment sur les marchés publics. Donc, notre champ d'action, traditionnellement, c'est tout ce qui va toucher les problèmes entre ces acteurs, à commencer bien sûr par les retards de paiement de factures, les ruptures de contrats, les problèmes de propriété intellectuelle, les pénalités, enfin voilà, tout ce qui peut se passer dans la vie de deux entreprises ou dans la vie d'une entreprise avec un acteur sur un marché public concerne le médiateur des entreprises. Comment ça marche en pratique? On a la chance d'avoir un réseau de plus de 60, on est maintenant monté à 70 quasiment médiateurs sur l'ensemble du territoire. Je rappelle, ces médiateurs en région, ce sont des gens de la directe, donc des agents d'administration, mais sur le côté économique de l'administration, donc qui sont volontaires pour faire de la médiation, qui sont formés à la médiation, des formations très poussées, et qui donc accompagnent des entreprises, principalement quand elles sont en région. On a en complément à Paris une trentaine, voire même maintenant une quarantaine de médiateurs nationaux qui, eux, sont des bénévoles, des retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, anciens cadres dirigeants, donc des gens qui ont un parcours extraordinaire, formés aussi à la médiation, j'insiste là-dessus, et qui vont prendre tous les cas un peu plus compliqués, les cas nationaux, les médiations collectives, parce qu'on en fait aussi. Comment ça marche, ces médiations? Une médiation, c'est un chef d'entreprise qui va sur le site médiateur des entreprises, qui nous saisit, qui remplit quelques lignes et disant voilà, j'ai tel problème, je ne suis pas payé, on m'a interrompu mon contrat, on me met des pénalités, on change les quantités. Dans la semaine qui suit, le médiateur ou la médiatrice la plus proche va l'appeler, va l'écouter, va partager un peu avec lui. Évidemment, à partir de là, tout devient complètement confidentiel. Va lui donner un petit conseil peut-être parfois, on pourrait essayer de rappeler, on pourrait essayer de faire ceci, cela. Et puis une fois que tout le monde est prêt,
le médiateur, la médiatrice va aller chercher l'autre partie. Et évidemment, on a l'habitude d'aller dans toutes ces entreprises ou toutes ces administrations. On commence à connaître beaucoup de gens sur le territoire français. Va chercher la bonne personne et lui dire, on a une médiation pour vous, c'est confidentiel, c'est gratuit, bien entendu. Hein, la médiation est un service public. Hein, j'ai la chance, après avoir été en entreprise toute ma vie, de porter aujourd'hui ce service public, placé auprès de Bruno Le Maire, du ministre de l'économie aujourd'hui. Et donc, on va rapprocher les parties, les amener à dialoguer, à se parler, à se comprendre, à s'écouter et à trouver ensemble des solutions. Le but, c'est qu'elles trouvent ensemble des solutions. Le but n'est pas, on n'est pas des juges, on n'est pas des arbitres, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On est là, au contraire, pour reconstituer ce dialogue équilibré, permettre de se comprendre, de se parler. Et dans 75% des cas, ça marche. La médiation, dans les 3/4 des cas, permet de trouver une solution. Rachid, je sens que tu es brûlant de poser une question. Oui, tout à fait. Pour prolonger, pour connaître effectivement quelle est la composition de ce comité, son rôle, vous venez de le préciser. Je tiens juste à préciser que depuis le 23 mars dernier, le comité de crise sur les délais de paiement s'est réuni 7 fois, c'est ça? Vous n'avez pas chômé? Alors, je vais passer au comité, puisque là, j'étais sur la médiation. Et effectivement, la médiation, on a vu un afflux considérable depuis le début de la crise, c'est-à-dire qu'on était sur une 60aine de sollicitations semaine jusqu'au 1er ou 8 mars. À partir du 15 mars, on est monté à 600. Donc, une explosion de demandes, de saisines, de sollicitations, d'appels, avec un premier sujet prégnant, les retards de paiement. Et effectivement, Rachid, ça m'a amené à proposer au ministre, à Bruno Le Maire, de créer un comité de crise. Et dans ce comité de crise, on a réussi à avoir l'ensemble des acteurs structurants de l'économie française, c'est-à-dire les organisations socio-professionnelles représentatives des entreprises, la FEP pour les grandes entreprises, le MEDEF, la CPME pour les PME, l'UDP pour les artisans, les chambres de commerce, les chambres des métiers, et bien sûr la DGCCRF qui vérifie tout ça et dont le rôle est de vérifier tout ça. Ce comité de crise, effectivement, se réunit toutes les semaines depuis le début de la crise et a pour but, non pas de faire de la médiation, ça reste le rôle de la médiation, mais d'étudier les cas les plus structurants. C'est-à-dire qu'on fait remonter de l'information de tous ces réseaux et de tous les réseaux qui travaillent avec nous, qui nous indiquent, voilà, il y a tel acteur majeur qui est en train de faire des choses anormales, de décaler ses paiements, de retarder, de bloquer. Et puis aussi, il y a tel acteur majeur qui est en train de faire des choses très bien, de payer ses fournisseurs en avance, etc. Dans le premier cas, on intervient. On appelle les dirigeants, les présidents, les directeurs financiers de ces entreprises en leur disant, voilà, vous avez été identifiés par le comité de crise comme ayant un comportement qu'on considère anormal, qu'est-ce que vous faites? Et je dois dire que tous ces chefs d'entreprise, tous ces dirigeants ont réagi positivement, c'est-à-dire ont modifié immédiatement leur action et on les suit, évidemment, semaine après semaine. À l'autre bout du spectre, quand on avait des gens identifiés qui avaient déclaré qu'ils mettaient en œuvre un paiement accéléré des TPE, des PME, des artisans qui est indispensable aujourd'hui, on les a mis en avant. On a 14 ETI et grands groupes qui sont mis en avant. Évidemment, semaine après semaine, on ne va pas se priver d'en mettre d'autres en avant. Donc, effectivement, notre action, elle est d'abord médiation, c'est-à-dire résoudre au cas par cas. Deuxièmement, comité de crise, agir sur les acteurs structurants. Et puis, troisièmement, évidemment, au-delà de résoudre ce qui ne va pas, mettre en avant, favoriser, solliciter tout le monde pour avoir des bonnes pratiques et montrer ce qui va bien. C'est ce que le comité de crise a commencé à faire et qu'on va continuer à faire avec la médiation. On va justement voir maintenant le nombre de cas enfin, que vous avez pu traiter, enfin une analyse tout simplement de ce qui vous remonte du terrain. Et j'ai d'ailleurs une première question dont j'espère que vous pourrez avoir la réponse parce qu'elle est vraiment du terrain, elle vient de la région PACA, chère à notre ami Charles. Le nombre de médiations traitées depuis 2 mois dans la région PACA, vous en connaissez le chiffre? Pardon, ce n'est pas un piège. Alors, je vois qu'il pose la question en plus, Mohamed, bonjour. Donc, Mohamed, c'est un parlementaire député de la région Sud, donc on connaît bien. Donc, je le salue. Et pour être honnête, je n'ai pas la décomposition par territoire, hein, mais c'est à peu près équilibré. Je sais qu'on en a eu pas mal dans la région Sud. Mohamed, je t'enverrai la réponse directement si tu le veux bien. On en a beaucoup dans toutes les régions. Hein, c'est pas limité à l'une ou l'autre. C'est malheureusement ou heureusement un outil qu'on peut utiliser partout en France et qui fonctionne bien partout en France. Donc, nos 3 médiatrices ou nos 4 médiateurs et médiatrices, il y a 3 dames et un monsieur dans la région Sud, ne chôment pas, ça je peux le confirmer, et passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire en sorte de recréer ce lien entre les entreprises
et que les entreprises trouvent des solutions sur les délais de paiement comme sur tous les autres sujets. Mais ça me donne l'occasion, Pierre, merci, de préciser que s'il y a des questions qui sont posées auxquelles on n'a pas répondu complètement, l'ensemble de ceux qui ont organisé le débat s'engagent à ce qu'il y ait la possibilité, bien sûr, de vous répondre avec des données précises. Pierre, pour continuer avec vous, on voit le début d'analyse, les constats, les interventions directes. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà qu'il y a malgré tout des comportements en matière anormaux en matière de délai de paiement qui ont été corrigés? Est-ce que c'est exponentiel? Est-ce que paradoxalement, les choses vont un peu mieux de ce point de vue-là? Pierre, je ne sais pas si Pierre est encore avec nous. Ah, j'ai l'impression qu'il a disparu quelques instants. Pierre n'est pas là. Pendant qu'il, je pense que c'est tout simplement une interruption de sa ligne, mais il va certainement se joindre à nous à nouveau. Peut-être que dans ce cas-là, si vous en êtes d'accord, on peut commencer l'échange avec Éric Scherer, le président de la FDCC, et on reprendra Pierre Pelouzet en cours d'échange. Éric, bonjour. Ah ben revoilà Pierre, pardon, ce sont les joies. Désolé, j'étais déconnecté, vous m'entendez bien? Voilà, très 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 bien. J'ai l'impression de me retrouver il y a quelques années en arrière à la télévision avec la technique qui des fois est un peu défaillante. Pierre. Rupture de faisceau. Exactement. Et comme on dit, ce sont les joies du direct. Donc on a avec vous fait déjà une première analyse du terrain. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer vers maintenant les recommandations que vous faites, parce que c'est bien l'essentiel aujourd'hui, hein, la statistique, l'analyse, vous la faites très bien et vous nous la partagez. Peut-être se diriger vers les recommandations. Est-ce qu'on peut améliorer c'est votre activité tout au long de l'année, mais en cette période de crise, c'est encore plus saillant. Effectivement, face au volet médiation, au volet réparation, on a un volet bonne pratique, mise en œuvre de belles choses. On le fait tout au long de l'année. On a notamment une charte de bonne pratique que beaucoup connaissent, une charte en faveur de relations fournisseurs responsables. Mais on a voulu, en particulier dans cette période, parce que je pense qu'il va falloir accélérer, mettre en avant les belles pratiques. Parmi les actions qu'on met en œuvre, il y a, comme je l'ai dit, mettre en avant un certain nombre d'entreprises dans le cadre du comité de crise, c'est-à-dire celles qui payent tout de suite leurs fournisseurs le plus rapidement possible, mais en accéléré pour les TPE-PME. On a aussi lancé depuis quelques jours avec la FDCC qui est présente ici, avec le Conseil national des achats, avec tout un tas d'autres gens, la CPME, Pacte PME, etc., une initiative sur les réseaux sociaux qui s'appelle le défi entreprise solidaire. Donc, si vous tapez hashtag défi entreprise solidaire, vous commencerez à voir un certain nombre de vidéos qui vous engagent tous à mettre en avant vos belles pratiques. C'est-à-dire que le but, c'est de se dire, bon, il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut les corriger, mais il y a aussi plein de choses qui sont bien et il faut les montrer. Les montrer parce qu'on veut que petit à petit, même le plus rapidement possible, le maximum d'entreprises basculent vers les bonnes pratiques, payent plus vite, soient plus intelligents dans leurs relations avec leurs fournisseurs, les accompagnent, dialoguent, discutent, mettre en avant des belles choses. Et tout ça, ça passe aussi par l'exemple. Et ce défi entreprise solidaire, c'est ça, c'est montrer l'exemple. Plus il y aura d'entre vous qui iront sur les réseaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur tout ce que vous avez, et qui utiliseront ce hashtag et qui montreront des choses, plus je pense qu'on va créer un mouvement. Mon ambition, c'est que ce mouvement devienne normal, c'est-à-dire que l'économie française bascule. Cette crise a malheureusement créé des dégâts considérables. J'espère qu'elle peut aussi créer un changement profond, et que la solidarité, l'intelligence, le dialogue deviennent la norme, puis un peu le rapport de force et tout ce qui constituait souvent, malheureusement, les relations dans notre pays. Donc voilà, je lance l'appel ce matin. Je suis sûr qu'Éric et Jérôme le prolongeront, de même que Charles, à ce que tout le monde se lance dans ce défi entreprise solidaire, un hashtag et plein de belles pratiques, j'espère, sur les réseaux. Encore une question, et je partage avec vous le mot solidarité. Vous avez raison, je crois que c'est ce qui doit tous nous unir au-delà de nos différences professionnelles, de se rappeler que nous sommes dans un moment particulier. Justement, je voyais dans un de vos derniers communiqués, vous avez quand même des statistiques sur le nombre plus élevé de délais de paiement en avril 20 par rapport à avril 2019, malheureusement, mais on pouvait s'y attendre un peu. Oui, malheureusement, comme je disais, on a une explosion des saisines de la médiation et évidemment, ça correspond aussi à une explosion des retards de paiement. Alors, on a eu un pic considérable fin mars. C'est un indicateur alors qui est à la fois partiel et très représentatif des incidents de paiement de la Banque de France, qui a montré que fin mars, on avait multiplié par 3 par rapport à fin mars de l'an dernier. Fin avril, j'allais dire, on était moins pire, je vais utiliser ce terme-là.
on était à plus 75%, ça reste énorme, de se dire qu'on a 75% de plus de retard de paiement qu'en avril de l'an dernier, ça reste énorme, mais un peu moins grave qu'en mars. J'espère que rapidement la tendance va continuer à s'infléchir. Je dirais pas, j'aimerais qu'on revienne à la normale, parce que la normale, c'est encore pas bien. La normale, je vous rappelle, c'est 10 jours de retard en moyenne dans notre pays. Donc, la normale n'est pas satisfaisante. La normale, aujourd'hui, n'est plus satisfaisante. Aujourd'hui, on a des entreprises qui, pour beaucoup, grâce à tout ce qui a été mis en place, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, le décalage des charges, etc., ont une trésorerie au-dessus de zéro. Mais souvent, pas beaucoup au-dessus de zéro. Ce qui veut dire que là, maintenant qu'on redémarre, ces entreprises vont avoir un besoin urgent de trésorerie. Pour redémarrer, ça suppose de réembaucher, ça suppose de rouvrir les usines, les ateliers, voilà, tout ça, d'acheter de la matière première, des pièces. Tout ça ne se fera que si les paiements sont accélérés au maximum. Parce que sans trésorerie, je parle devant des credit managers, donc ils ne pourront qu'abonder, j'espère, dans mon sens. Sans trésorerie, on ne repartira pas. Au contraire, si on est tous solidaires et qu'on paye tôt, voire même on verse des avances, vous savez que sur les marchés publics, la loi permet exceptionnellement d'aller jusqu'à 60% d'avance. Donc, si on verse des avances aussi dans le privé, on a une bonne chance de s'en sortir, de redémarrer et de confirmer le petit optimisme qu'on voyait dans les sondages et qui, j'espère, se concrétisera dans les semaines qui viennent. Avant de passer la parole à Eric et puis de continuer la foire aux questions, justement, une question du terrain, là, Pierre, qui vous est certainement adressée directement. Que peut-on faire face à des impayés de la part des hôpitaux très mobilisés en ce moment? Que conseillez-vous? Saisir le médiateur. Notre but, comme je le disais, on ne va pas appeler l'hôpital en leur disant c'est ce que vous faites est anormal et on va vous condamner, on va vous juger. Non, on va appeler l'hôpital, leur proposer une médiation avec vous. Et évidemment, on est conscient qu'ils sont tous mobilisés et on les remercie, on les applaudit tous les soirs et il y a de très bonnes raisons pour ça. En même temps, je pense que leurs services comptables, leurs services financiers peuvent comprendre qu'il y a derrière aussi des entreprises qui d'ailleurs sont souvent indispensables pour eux. Si les entreprises ne sont pas payées, à un moment donné, elles ne pourront plus livrer. Si elles ne peuvent plus livrer, c'est tout le service hospitalier qui va être coincé. Donc, ce dialogue est possible. Saisissez le médiateur des entreprises. On vous accompagnera là-dessus. Merci, Pierre. Vous restez avec nous, puisqu'on va continuer avec plaisir d'échanger et de prendre des questions tout à l'heure. On va rejoindre maintenant Eric Scherer, donc le président de l'AFDCC. Cette fois-ci, je vais réussir à le dire à peu près. Bonjour Eric, ravi de vous retrouver. Bonjour. On va commencer par l'analyse de la situation de votre positionnement, là aussi avec des retours de terrain et des constatations chiffrées qui sont vraiment importantes à partager ce matin. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, sachant que Pierre Pelouzet a évidemment rappelé à quel point le crédit interentreprise était très important en France, évidemment, c'est 700 milliards. Et les dettes des uns font les recettes des autres, comme on le sait bien. Les credit managers sont un maillon de cette chaîne financière dont on parle. Le médiateur, il a rappelé les règles, effectivement, qui s'imposent. C'est les règles du commerce. Et les credit managers, eux, doivent, veiller aux bonnes pratiques en la matière. Alors, comment a-t-on, réagi de prime abord quand on a vu cette crise se déclarer? Évidemment, pour ceux qui, comme moi, avons vécu des crises précédentes, et notamment celle de 2008, on s'est dit, on va rentrer dans une crise où, selon le dicton, les gros vont maigrir et les petits vont disparaître ou risquent très fortement de disparaître. Et c'est là, effectivement, où il fallait porter notre effort pour identifier déjà parmi nos clients ceux qui étaient les plus fragiles et ceux pour lesquels on pouvait d'ores et déjà engager des actions, par exemple des reports d'échéance sur l'échéance de mars, avril, voire mai, etc. Là où on a évidemment été un petit peu contrarié, c'est de constater le comportement de grands donneurs d'ordre sur lequel on s'attendait à des paiements normaux, sur l'échéance de mars. Et effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. On a été les uns et les autres surpris puisque on a organisé Credit Manager, donc notre association en regroupe environ 700. Et donc très vite, on s'est mis à organiser des visioconférences pour se rassembler, pour partager nos premières informations, pour évidemment aussi véhiculer les aides dont pouvaient disposer nos clients, nos partenaires, nos sous-traitants. Il fallait relayer tout ça.
On voit que dans la presse, pendant toutes ces dernières semaines, en fait, tous les jours tombaient des des nouveaux dispositifs ou bien des agrandissements de ces dispositifs. Même encore tout dernièrement, on a maintenant des aides qui vont se dégager pour des entreprises qui étaient déjà en difficulté, qui étaient déjà en procédure collective avant le mois de mars, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà, tout bouge très vite et il faut partager l'information et faire en sorte que les dispositifs qui sont mis à la disposition des entreprises pour améliorer leur trésorerie, eh bien, nous les relayons et nous les analysions pour préserver aussi notre trésorerie à nous, puisque tous les credit managers ont été aussi astreints, j'allais dire, à faire des prévisions de trésorerie pour garantir leur propre cash, mais encore une fois, que ce ne soit pas au détriment des autres. Donc, encore une fois, aider si c'est possible parmi nos clients ceux qui devaient l'être, et puis, en contrepartie, effectivement, faire des appels d'échéance pressants vis-à-vis de nos grands donneurs d'ordre pour lesquels on avait déjà livré de la marchandise et pour lesquels il n'y avait pas de raison qu'ils ne nous payent pas à bonne date. Donc, on a effectivement constaté des demandes de report d'agents, j'allais dire, enfin de clients qui, a priori, n'avaient pas de raison de nous faire des retards de paiement, mais qui les ont demandé, qui nous ont dit, voilà, on a même eu aussi des PME, des ETI à ce niveau-là, qui nous ont dit, écoutez, cas de force majeure, la crise fait qu'on ne peut pas vous payer, donc on renvoie nos paiements un petit peu au calendrier grec, voire on verra l'été prochain ou à la fin de l'été. C'est encore le cas aujourd'hui. Alors c'est vrai que ces remontées, j'allais dire, de comportements anormaux, comme on l'a souligné tout à l'heure, on les a remontées très vite à Pierre Pelouzet, donc la médiation, on les a remontées à la cellule de crise. Et effectivement, entre fin mars, où on avait constaté ces comportements, et j'allais dire le courant du mois d'avril, on a pu heureusement, suite à cette action, à ce signalement, récupérer, j'allais dire, enfin, voir ces agents-là régulariser leur situation, qui à mi-avril, qui à fin avril, donc les choses sont un petit peu rentrées dans l'ordre. Eric, si vous me permettez, pour essayer d'avancer ensemble, et on va voir dans quelques instants avec vous les leviers dont on peut se saisir pour relancer l'activité. Juste une difficulté que vous me signaliez quand on a préparé ce débat, c'est qu'a priori, on ne dispose pas encore des comptes de fin 2019 et ça rend la tâche de quantification assez compliquée pour l'ensemble des observateurs et des acteurs. En effet, on est dans une période effectivement très particulière où, j'allais dire, les credit managers ont perdu leur repère habituel. C'est vrai qu'on est dans une période où normalement on aurait dû pouvoir s'assurer déjà, et ça aurait été absolument bienvenu de pouvoir s'assurer de l'état de la trésorerie de nos partenaires ou clients ou sous-traitants juste avant la crise. Donc effectivement, on est dans une période où on devait contacter nos clients, comme le font les banques aussi d'ailleurs, pour savoir comment s'était passée l'année 2019, dans quel état ils se trouvaient, quel était aussi leur prévisionnel pour l'année en cours. Tout ça a évidemment volé en éclats. Donc on a perdu nos repères. Les sociétés de renseignement, fort logiquement, j'allais dire, ont suspendu aussi leur cotation, ce qui était tout à fait normal, j'allais dire, en cette période, encore une fois, puisqu'on manquait de nouvelles informations. On ne pouvait pas non plus se fier, j'allais dire, aux évolutions des informations qui arrivaient effectivement, notamment sur les incidents de paiement qui pouvaient être déclarés fin mars en Banque de France, alors que certains d'entre eux avaient pu faire in extremis l'objet d'accords avec leurs fournisseurs. Donc puis nos cordes habituels, qui sont nos partenaires, qui sont les sociétés de renseignement, qui sont les cabinets de recouvrement, étaient bien en peine, effectivement, compte tenu du manque de disponibilité de nos interlocuteurs habituels, des banques, des chefs d'entreprise, de pouvoir nous aider. Là-dessus, on est tous logés à la même enseigne. Et du coup, on se retrouve un petit peu seul et j'allais dire, c'est notre expérience et c'est l'analyse au cas par cas des situations qui prévaut aujourd'hui et qui va prévaloir dans la période de redémarrage qui commence. Et de l'intérêt justement de pouvoir obtenir un certain nombre de nouveaux repères, puisque la difficulté qui vous est commune à tous, c'est que
nous avons perdu les repères sur lesquels nous travaillons en matière de chiffres et de constats. Pour rentrer peut-être là on a fait le diagnostic, Eric, pour entrer un peu plus précisément dans les dispositifs qu'on peut mettre en place pour relancer l'activité, parce que c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire le constat, mais aussi d'essayer de faire des perspectives. Alors, ce dont on peut disposer aujourd'hui, c'est évidemment nos analyses. On cherche effectivement des guides. Donc, encore une fois, soit on a affaire, alors il peut y avoir des cas différents. Si c'est des clients, des prospects avec lesquels on entre en relation, on va se poser la question de savoir dans quelles conditions elles vont pouvoir démarrer leur activité, puisque par définition, leur business plan n'est plus valable aujourd'hui. Donc, il va falloir savoir si on peut continuer à les accompagner. Par exemple, si on a accordé des suréchéances si on devait leur accorder des suréchéances de constitution de stock ou des facilités de paiement dans leur création, il va falloir forcément être peut-être un peu plus prudent, revoir les chiffres. Et là aussi, il faut se concerter avec le chef d'entreprise pour donner, j'allais dire, une vision réaliste des choses et pouvoir les accompagner sans faire non plus prendre trop de risques à notre propre entreprise. S'il s'agit de clients connus qui ont pignon sur rue, dans lesquels on a pu déjà historiser un certain nombre d'éléments concernant leur bon comportement payeur passé, leur situation financière, même si c'est assis sur des données anciennes, 2018 ou mi-2019, là, effectivement, c'est la connaissance intime que les credit managers ont de leurs clients qui vont leur permettre aussi, en concertation avec le directeur financier, le chef d'entreprise, etc., selon la taille, de pouvoir là aussi les accompagner en fonction d'un nouveau prévisionnel de chiffre d'affaires qui est en train de s'établir, puisque selon les cas, il y en a qui ont perdu qui ont perdu 2/3 de leur chiffre d'affaires, d'autres ont pu un petit peu sauver les meubles et n'en perdre qu'un tiers, ils ont pu maintenir le contact un petit peu avec leurs clients, faire du click and collect, etc. Et puis, évidemment, selon les types de clients, la typologie, que vous ayez affaire, par exemple, à la grande distribution, qui a quand même continué, qui n'a pas fermé du jour au lendemain, comme un certain nombre de commerces non alimentaires ou autres, la situation n'est pas la même. La grande distribution a continué à travailler à peu près normalement, même plutôt bien, même plutôt mieux, notamment pour les supermarchés, comme on le sait. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, j'allais dire, de gestion de cash. Il en va tout autrement pour ceux, évidemment, qui ont baissé le rideau du jour au lendemain et qui se demandent comment ils vont pouvoir reprendre. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'aides bienvenues. Hein. Oui. Les banques ont joué les rôles, les assureurs crédits, quel que soit ce qu'on en pense. Tout le monde a essayé de maintenir les concours et de les développer. Il y a des efforts qui ont été faits, demandés et qui sont en train d'être faits aussi du côté des bailleurs. Ça aussi, c'était très important de pouvoir obtenir soit des reports de charges, comme il y a pu y avoir des reports de charges fiscales et sociales, mais également sur les baux commerciaux, c'est très important également qu'il y ait une aide qui puisse être dégagée, qu'elle soit temporaire ou purement des annulations. Donc, il y a tout un éventail en fait de dispositifs. Les sociétés d'affacturage continuent à travailler aussi. Pardon Eric, ce sera pour conclure momentanément. Hein. Oui. C'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que l'ensemble de ces dispositifs, la question vous est posée directement, les délais de paiement des sociétés devraient en principe revenir à la normale, entre guillemets, compte tenu des sociétés notamment ayant bénéficié du prêt garanti par l'État et des tas d'autres aides. Est-ce que vous avez constaté, en quelques mots, une amélioration sur ce sujet entre le début de la crise et aujourd'hui? Alors, effectivement, les credit managers on a fait des sondages, à un mois d'intervalle. Et effectivement, je mets à part encore une fois les comportements un petit peu atypiques et qui ont pu être régularisés par certains grands donneurs d'ordre, mais évidemment, les sondages n'étaient pas bons. Les credit managers étaient de plus en plus nombreux à constater effectivement des retards de paiement. Cela étant, moi je pense on va faire un troisième sondage parce que on a parlé de l'échéance de mars, on a parlé de l'échéance d'avril qui effectivement était compliquée, mais on a senti quand même une amélioration, encore une fois, notamment des grands donneurs d'ordre. L'échéance de fin mai va être cruciale parce qu'on a pu aussi accorder des reports d'échéance, par exemple de l'échéance de fin mars sur l'échéance de fin mai. Et donc l'échéance de fin mai va être cruciale pour savoir si effectivement
on revient avec notamment un petit peu le redémarrage d'activité, si on revient un petit peu dans les normes et si effectivement cette chaîne financière va pouvoir se maintenir entre tous les acteurs, encore une fois, tous ceux qui ont joué les rôles, donc les entreprises, les banques, les assureurs crédits, les sociétés d'affacturage. On va voir si effectivement ce retour à la norme qui est impératif en termes de délai de paiement, parce que tout le monde se tient, j'allais dire, il faut impérativement que ces dispositifs servent à ce à quoi ils ont été promus, c'est-à-dire à retrouver des rapports commerciaux normaux avec des délais de règlement aussi normaux que possible. Merci beaucoup, Eric. Vous restez bien évidemment aussi avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Et je tiens à préciser effectivement que ce qui est intéressant, c'est que les uns et les autres, vous êtes en train de produire de la donnée, et notamment vous évoquiez les sondages, les enquêtes que vous faites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'un certain nombre de données qui ne viennent pas forcément de la presse qui a été évoquée tout à l'heure. Et c'est pas pour la défendre ni pour la condamner, mais qu'effectivement, on a besoin dans le milieu économique professionnel de retrouver un peu des repères chiffrés qu'on a certainement perdus à cause de la crise. Restez avec nous, Eric. Je vais ouvrir le micro à notre ami Charles, qui a déjà le micro ouvert, qui est donc à Marseille. Charles Baptiste, le président de la FIGEC. Vous m'entendez, Charles? Écoutez, je n'entends que vous et merci de me donner la parole. Et bonjour à tous que je n'ai pas eu l'occasion de saluer au début de ce webinaire. Mon intervention va être en 3 points, si vous me permettez. Donc, je souhaiterais quand même positionner l'analyse de la situation, parce qu'il faut quand même si on doit être positif et optimiste, il faut pour autant être réaliste. Donc, analyse de la situation globale, la situation économique dans laquelle nous sommes. Vous parlez des délais de paiement, parce qu'effectivement, c'est un sujet pour nos entreprises essentiel, et comment on finance la reprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout d'abord, je commencerai très brièvement à vous présenter la FIGEC. La FIGEC est la Fédération des sociétés d'information, de gestion de créances et d'enquête civile. C'est-à-dire que nous accompagnons les entreprises à gérer le risque à crédit client et bien entendu à sécuriser, comme l'a dit tout à l'heure Eric Scherer, les 700 milliards d'euros de crédit interentreprise. Tant aussi bien dans la partie information d'entreprise qu'en partie gestion de créances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tous été surpris par une crise sans précédent. La première chose, on a tous pensé à préserver nos familles, se préserver soi-même, préserver nos familles, et puis, bien entendu, préserver nos entreprises. Donc, tout s'est arrêté le 16 mars 2020, et on a assisté à un effondrement du PIB, puisque le PIB est tombé très vite à moins 5,8%. Dans le même temps, la consommation a chuté de 4,9%. Et les investissements se sont effondrés à moins 11%. Et l'activité, par elle-même, était en repli de 35%. Je rappellerai qu'il y a des secteurs entiers qui sont beaucoup plus touchés, où la baisse d'activité va jusqu'à 90%. Je prends des exemples comme l'aéronautique, le commerce, la construction, la restauration, l'événementiel. Et là, il y a quelques problèmes. Les grands experts nous annoncent un PIB en chute de 15 à 20% sur T2 et un PIB annuel à moins 9% si la reprise se caractérise normalement. Et vous allez voir qu'il est très important de parler de cette reprise. En délai de paiement, qu'est-ce qui s'est passé? Le 16 mars, la France est arrêtée. Toutes les entreprises ont bloqué les paiements. Rien ne rentre, rien ne sort. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises étaient en attente des dispositifs qu'allait proposer l'État. Le sujet n'est pas de savoir si c'est normal ou pas normal, ce n'est pas le but du sujet. Donc, je parle du chômage partiel, report des charges et le PGE. Les plans étant mis en place, en avril, la situation des paiements s'est améliorée. Pour autant, il y a encore pas mal de retard. Et c'est d'ailleurs pour ça que les médiateurs interviennent régulièrement sur un certain nombre de dossiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a constaté? 35% des entreprises payent à l'heure. Je dis bien 35% des entreprises payent à l'heure à fin avril. En 2019, alors qu'on avait traversé une crise sociale importante, elles étaient à 39%. Et en 2018, malgré la crise de fin d'année, on était à 43%. Ce qui veut dire qu'à fin avril, il y a encore 65%
d'entreprises qui ne payent pas à l'heure. Donc là, il y a quelque chose à faire, on le verra plus tard. Alors, dans le même temps, vous parlez des initiatives de la FIGEC, des membres de la FIGEC, pas de la FIGEC, des membres de la FIGEC. Les membres de la FIGEC ont mis en place des offres solidaires pour permettre aux entreprises de pouvoir, via des accès gratuits, et notamment pour ceux qui étaient les plus démunis, pouvoir obtenir des informations et identifier très en amont, très tôt, les mauvais payeurs et éviter les défaillances. Ça, c'est un service que vous avez proposé, que la FIGEC a proposé, qui a été bien. La FIGEC, ce sont les membres de la FIGEC, parce que la FIGEC, qui est une organisation patronale, n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. Elle est là pour défendre les intérêts. De fournir de l'information, oui. Exactement, exactement. Alors, je vais répondre un petit peu à mon ami Eric Scherer, c'est que les sociétés d'information, contrairement à ce qui se fait dans beaucoup de cas, n'ont pas gelé leur scoring. Elles ont analysé la situation et elles ont constaté qu'il était particulièrement difficile, au moment où tout arrêtait, de baisser les scores ou de les monter. Alors, ça aurait été plutôt de les baisser. Donc, ça aurait été malvenu de la part des sociétés que je représente aujourd'hui, de prendre une position ferme et définitive vis-à-vis de certains secteurs d'activité. Il aurait été facile de dire l'aéronautique, ça ne va pas, on flingue tout le monde. La construction, ça ne va pas, on flingue tout le monde. Non, on observe en permanence la situation. Et les choses vont évoluer, bien entendu, à partir du moment où il va y avoir reprise. C'est là que les choses vont évoluer. Donc, on n'a pas gelé les scoriques, on a simplement observé qu'il serait suicidaire et voire dangereux pour notre économie de modifier nos scoriques dans des situations comme celle que je viens de décrire, que nous allons tous décrire autour de la table. Alors, j'ai essayé de faire le plus succinct possible. Oui. Après, on peut passer à la phase qui est comment on finance l'entreprise. J'allais vous le demander, oui, de passer à la phase d'aujourd'hui et de demain. Alors, moi, il me plaît de rappeler, avec quelques amis, cette phase qui arrive, c'est une phase de convalescence. Alors, certains attendent beaucoup de l'État. L'État va. Et puis, quand l'État s'occupe un peu trop de choses, ils disent « non, mais il ne faut pas que l'État s'en occupe, etc. etc. » Je pense qu'aujourd'hui, l'économie, et plus particulièrement les entreprises, doivent se prendre en main. Et on a parlé de solidarité, on a parlé d'efficacité entre nous. Il faut que nous soyons efficaces. Alors, quelques éléments. Les entreprises aujourd'hui, tout le monde est heureux de reprendre, et tant mieux. Les entreprises, pourtant, sont confrontées à un double défi. C'est qu'elles sont obligées de mettre à la reprise de leur activité des contraintes de sécurité qui n'étaient pas prévues dans le passé, et c'est tant mieux, et il faut qu'elles le fassent. Et il va falloir qu'elles assurent le remboursement des aides qui leur ont été consenties, c'est-à-dire notamment le report de charges. Donc, à un moment, il va falloir rembourser ce report de charges et payer les nouvelles charges qui vont arriver. Alors, on fait comment? Juste 2 chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure que 35% des entreprises payent à l'heure. 65% payent avec retard. Si je fais un calcul rapide, 700 milliards, ça fait 450 milliards qui sont dehors. 65% de 700 milliards, ça fait 450 milliards qui sont dehors. Et je crois que c'est là que nous avons, et les uns et les autres, à trouver ensemble les moyens d'aller chercher du financement pour nos entreprises. Parce que 450 milliards dehors, je suis désolé, il y a de quoi faire. Ce sera un petit peu le mot de la fin de mon intervention. Merci beaucoup, Charles. Et si vous en êtes d'accord, sauf si Pierre ou Eric avaient un mot à ajouter à ce qui vient déjà d'être dit, n'hésitez pas à me le dire. Mais sinon, on peut peut-être, Jérôme, si vous en êtes d'accord, passer à la partie des questions. Il y en a eu beaucoup. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu les suivre toutes, mais je vais essayer grâce à Alexandre qui est en coulisses. Le problème, me demande-t-on, le problème est en effet la confiance à restaurer avec les acteurs financiers, banques, facteurs, assurance, crédit, car seul en concours, la reprise sera beaucoup plus difficile. Quels sont les leviers pour que tout le monde joue le jeu? Qui souhaite commencer à répondre à la question? Je pense que chacun d'entre vous peut le faire de son point de vue. Pierre, peut-être? Oui, Rachid, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord. La confiance va être la clé. Si les uns les autres, on a confiance dans le système, c'est-à-dire dans les autres, si la petite entreprise a confiance dans la moyenne qui a confiance dans la grande, si
les entreprises ont confiance dans leurs banquiers, et si les entreprises ont confiance dans l'État, on a de bonnes chances de bien repartir. Mon analyse aujourd'hui, je vais être très transparent, parce que je parle avec beaucoup de chefs d'entreprise. La confiance en l'État, je pense que l'État a réussi à la gagner. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en œuvre, ce plan massif qui a été mis en œuvre, hein, chômage partiel, prêt garanti par l'État, décalage des charges, fonds de solidarité, à ce stade, a créé, je pense, un niveau de confiance qui n'était peut-être pas le cas précédemment, mais qui est arrivé aujourd'hui au niveau des entreprises. Le système bancaire a tenu. J'insiste là-dessus parce que la médiation des entreprises est née d'une crise, la crise de 2008. La crise de 2008, on se rappelle, les craintes, elles étaient là. Le système financier, le système bancaire. Là, on voit le système bancaire tient. Alors, il est aidé par l'État, il est aidé par la Banque centrale européenne, mais il tient. Les prêts garantis par l'État sont globalement délivrés. On sait qu'il y a quelques petites difficultés. La médiation du crédit est là pour ça, mais le système bancaire tient. Donc, la clé, c'est la confiance entre nous, entre les entrepreneurs, entre les entreprises. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que Charles l'a rappelé, le gros de la trésorerie des entreprises, c'est pas les charges, c'est pas les impôts, c'est pas le remboursement de la dette bancaire. Le gros de la trésorerie, c'est ce que doivent les clients et ce qu'on doit aux fournisseurs. Donc, c'est là que ça va se jouer. Si on arrive à restaurer un lien de confiance là, ce qui commence par payer en temps et en heure, voire même payer plus vite pour ceux qui le peuvent, oui. Eh ben, on va s'en sortir très bien. Si, en revanche, on crée un système de défiance où tout le monde va se dire « Ouh là là, je ne suis pas sûr d'être payé, donc je ne vais pas investir tout de suite, je ne vais pas embaucher, je ne vais pas relancer la production parce que je ne suis pas sûr d'être payé, ou on va me changer les quantités, ou comme on le voit, on va me demander des baisses de prix hallucinantes. » Eh ben, si cette confiance-là n'existe pas, on ne repartira pas. Donc, on a un choix. Et ce choix, il se fait maintenant. Les 2-3 mois qui viennent, ça va être l'aiguillage vers soit une économie de confiance, et donc une économie qui repart, ou une économie de défiance, donc une économie qui bloque. Avant de redonner la parole à Eric et à Charles, une autre question, Pierre, pardon, je profite de votre expertise. Un de nos participants me précise 10 entreprises, des grandes entreprises, je ne sais pas si on peut les citer, mais bon, j'y vais, Bouygues Télécom, on peut, oui. Bouygues Télécom, Danone, EDF sont engagés à un paiement accéléré de leurs fournisseurs pendant la crise. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises? Alors là, nous parlons de très grandes entreprises, bien évidemment. Oui. Alors, effectivement, là, c'est dans le cadre du comité de crise, comme je le disais tout à l'heure. On a voulu identifier, non seulement on travaille sur les entreprises qui ne payent pas bien, mais on a voulu identifier et valoriser les premières grandes entreprises ou ETI qui se sont engagées et le font à payer plus tôt les PME, les TPE, les artisans. Donc, effectivement, la liste est bonne. Elle n'est pas complète, puisqu'on l'a complétée il y a quelques jours en rajoutant 4 noms, qui sont Action Logement, GRT Gaz, GRDF et Michelin. Je peux vous annoncer déjà que d'autres noms vont se joindre à cette liste dans les semaines qui viennent, puisqu'on est en train petit à petit d'avancer là-dessus. Et oui, c'est bien de valoriser ces belles entreprises. J'imagine que tout le monde voit la liste, donc je ne vais pas redire toute la liste, mais c'est formidable de voir des gens comme ça. Il y a des grandes, il y a des moyennes. Jouve est une ETI, par exemple. On voit que ce sont dans des secteurs très diversifiés, donc beaucoup de grandes entreprises et d'ETI peuvent le faire. Charge à elles de le mettre en œuvre. Merci. Eric, est-ce que vous souhaitiez prolonger la réponse à la question précédente? Pardon de croiser un peu les questions, mais sur cette question de la confiance, et notamment la question est posée directement, est-ce que l'assurance crédit joue son rôle, Eric? Alors, juste 2 mots, effectivement, il ne faut pas se voiler la face, Charles a raison, on s'attend quand même à des vagues de défaillance, notamment, encore une fois, sur les TPE, les PME les plus fragiles. On s'attend à une vague peut-être cet été ou à la rentrée. On s'attend à une vague l'année prochaine au moment où il faudra commencer à rembourser les fameux prêts, puisque ce sont des dettes. Autant effectivement une mesure comme le chômage partiel est une mesure qui favorise la trésorerie, j'allais dire, de manière permanente. Autant effectivement un prêt, par nature, il faut le rembourser. Donc effectivement, peut-être que d'ici 1 an, il y a des entreprises qui ne seront pas parvenues à remonter la pente. On sait très bien que le redémarrage va être quand même lent et qu'en fonction des secteurs d'activité, ça va être plus ou moins compliqué. D'où, encore une fois, la difficulté pour les credit managers il va falloir qu'ils récupèrent de l'information fraîche, qu'ils consultent effectivement, qu'ils regardent effectivement à quel secteur
à quel secteur appartient l'entreprise avec laquelle je travaille, quel est l'état de son carnet de commandes, avec qui travaille effectivement mon client, est-ce qu'il s'agit de clients privés ou publics, parce qu'en fonction du cas, les chances de toucher mes interlocuteurs vont être plus ou moins grandes. On sait que dans le secteur public, pour l'instant, tout s'est arrêté, donc c'est compliqué. Est-ce que mon client a bénéficié du chômage partiel, encore une fois, versus un PGE qu'il faudra rembourser? Est-ce qu'il a pu actionner un fonds de solidarité, bénéficier de report d'échéances fiscales et sociales, ou mieux encore d'une annulation, et pareil comme tout à l'heure, vis-à-vis du bailleur? Quand est-ce qu'il pourra se remettre au travail? Quelles vont être effectivement les fournitures indispensables dont il a besoin? Donc, quel va être son besoin de trésorerie pour redémarrer? Donc, il y a encore quand même pas mal d'inconnus et j'en reviens encore une fois à cette nécessité d'analyse au cas par cas. Pour les assureurs crédits, pour répondre à votre question, on est aujourd'hui, on les a évidemment consultés, notamment lors des webinars qui ont été organisés par la FDCC. On les a invités à tour de rôle, notamment les 3 principaux, et on leur a posé la question. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en mesure et ils le feraient, d'honorer, j'allais dire, les engagements existants et de couvrir. Ils ont effectivement les moyens financiers puisque ces dernières années ont été relativement profitables pour elles. Donc, effectivement, elles ont des réserves qui, en principe, leur permettent de faire face à des sinistres qui sont encore une fois inévitables par rapport, encore une fois, à des engagements qu'ils ont pris. Évidemment, ils sont beaucoup plus prudents et les remontées que nous avons sont assez contradictoires. Il y a parfois manifestement des comportements qui ne sont pas toujours qui correspondent aux attentes des credit managers ou des sociétés. Donc, il y a effectivement des signalements de rupture de concours, de couverture qui posent problème et donc qui nécessitent pour certaines entreprises d'envisager des abandons de créances alors qu'ils estimeraient effectivement que ce serait aux assureurs crédits de prendre une part peut-être plus importante. Néanmoins, il faut aussi, ce que nous disent les assureurs, écoutez, oui, évidemment, on a des réserves pour faire face à des sinistres, mais on ne peut pas faire face simultanément à tous les sinistres, c'est-à-dire couvrir tous les vrais risques identifiés en même temps partout dans le monde. Et effectivement, une grande entreprise comme la mienne ou comme d'autres, même si qu'on ait recours à l'assurance crédit ou pas, on fait aussi des provisions pour pertes. On a aussi des réserves, notamment les dernières normes IFRS 9 que connaissent bien les comptables et les credit managers, nous ont permis ces dernières années de constituer des provisions pour pertes éventuelles. Mais là aussi, évidemment, on ne souhaite pas, c'était pas dans l'objectif de pouvoir consommer toutes ces provisions, toutes ces réserves en une seule fois pour tous les risques. On imaginait bien qu'effectivement, on avait des risques qui allaient tomber, mais je ne sais pas, sur 10 risques identifiés, chaque année, on va en avoir 2, mais pas les 10 en même temps, vous comprenez? Donc, je pense que tout le monde est astreint à cette même problématique. Merci Eric. J'ai l'impression que tu voulais parler. Oui. On ira voir Charles. Juste très rapidement une précision parce que c'est important d'amener des solutions et des réponses par rapport à tout ça. Je vois beaucoup de questions, Eric l'a mentionné, autour de 2 points. Les prêts garantis par l'État. Si vous avez des difficultés, il y a une seule adresse, c'est mon collègue médiateur du crédit, donc il y a la Banque de France, vous saisissez le médiateur du crédit et il va vous soutenir pour obtenir votre prêt si vous y avez droit. Et c'est rapide. C'est rapide, absolument. Les assureurs crédit, même chose. Si vous avez été décoté par votre assureur crédit de manière incompréhensible, que vous n'arrivez pas à redresser la situation, ou si vous voyez des dégradations transverses, c'est-à-dire tout un secteur qui serait dégradé par les assureurs crédit, etc., saisissez le médiateur du crédit. On se voit tous les jours, on se parle tous les jours, puisqu'il co-anime avec moi le comité de crise. Malheureusement, il y a trop peu de saisines, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui nous disent les assureurs crédits, les assureurs crédits, les assureurs crédits. Et à côté de ça, très peu de gens qui le saisissent pour qu'ils puissent agir. Donc voilà, je passe le message. Si vous avez des problèmes avec vos assureurs crédits, saisissez le médiateur. Ça lui donne le poids, la force pour modifier tout ça, au-delà de tous les dispositifs complémentaires et qui sont cités, CAP, CAP+, etc., qui sont mis en œuvre et qui vont être développés.
J'ai vu Eric acquiescer, donc il y a un accord total. Charles, vous êtes traditionnellement, puisqu'on commence à se connaître maintenant, un peu le poil à gratter dans ce genre de débat, puisqu'on va se diriger vers la conclusion. Là, une conclusion personnelle, même si on ne peut pas faire de conclusion sur une situation dont on ne sait absolument pas ce qu'elle sera demain, après-demain. Bon, je pense que tout a été dit autour de la table, enfin ou presque. C'est avant tout la solidarité, il faut que les gens se parlent. Et quand les gens n'arrivent pas à se parler, il y a de la médiation. Et je vais juste prendre un exemple, étayer mon propos, c'est que les sociétés membres de la FIGEC qui ont l'habitude de gérer du recouvrement de créances sont des acteurs de la médiation. Quand on parle de recouvrement, beaucoup ont tendance à voir des gens qui arrivent, comme ça existait il y a quelques années, avec des gros bras pour venir faire payer. Non, c'est de la médiation. Objectif numéro 1, c'est de garder le client et surtout de trouver un point d'accord. Pourquoi cette entreprise ne paye pas? Quelles sont les raisons? Une fois que c'est identifié, on rapproche les deux parties. Alors, je ne vais surtout pas, n'y voyez pas derrière tout ça l'idée à la FIGEC, les sociétés de la FIGEC remplacent le médiateur. Ce n'est pas du tout notre métier, mais avant toute chose, c'est de rapprocher les deux parties. Et si on n'y arrive pas, effectivement, là, après, soit il y a des procédures, soit on va rencontrer le médiateur. Il faut d'ailleurs que le médiateur soit. Donc, solidarité, médiation, et puis, encore une fois, je l'ai dit, il y a 450 milliards d'euros, ce sont des chiffres relativement intéressants, qui sont là. Il faut tout faire pour aller les chercher. Alors, on ne va pas aller chercher 450 milliards, mais déjà, on en prendrait 150 ou 200 milliards en rapprochant, dans le cadre d'une médiation, les parties, ça serait parfait. Merci Charles, merci Pierre et merci Eric. Restons encore peut-être quelques instants avec nous. Et pardon à tous ceux qui ont posé des questions extrêmement précises. Mais là, Jérôme va non pas répondre à toutes ces questions, mais nous dire comment ça va se passer, parce que ce n'est que le début de cette solidarité dont tout le monde a parlé. Et il y aura d'autres réunions de ce genre-là. Et je le répète, les questions précises qui ont été posées se verront avoir une réponse le plus rapidement possible. Je m'engage pour vous tous. Alors, ne me faites pas mentir, Jérôme. Absolument. Merci Rachid. En tout cas, Pierre, un grand merci d'être venu à ce premier webinaire institutionnel. Merci Eric, merci Charles. Effectivement, nous ouvrons un long chemin de webinaires tous les 15 jours. Le prochain webinaire sera un webinaire avec les partenaires que j'animerai. Et l'idée, c'est de vous présenter les vraies solutions aujourd'hui qui correspondent à la difficulté que vous rencontrez. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc là, ça va être intéressant pour vous. Le prochain webinaire, notez-le, c'est le 27 mai. Et puis le prochain webinaire donc institutionnel, ce sera le 10 juin, où là, on va parler financement, on va parler des difficultés, enfin des solutions qui ont été trouvées, de toutes les questions que vous avez abordées. Et chaque webinaire, vous le verrez, sera très pratique, comme aujourd'hui. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Si nous n'y répondons pas, on n'arrive pas à répondre dans son intégralité comme actuellement, nous notons toutes les questions et se fera bien sûr l'occasion de commentaires sur le site des assises des délais de paiement. En tout cas, un grand merci à tous. Vous étiez plus de 300 inscrits à avoir participé à ce webinaire et merci Rachid d'avoir animé celui-ci et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Moi, c'est moi qui vous remercie et j'ajouterai juste un mot qui me paraît vraiment important, si vous le voulez bien, Jérôme, c'est qu'effectivement, en cette période-là, l'essentiel, c'est de partager de l'information et de la donner. Je pense que c'est essentiel de telle façon que l'on sache de quoi on parle et qu'on ne tombe pas dans le catastrophisme. Même si nous sommes dans une catastrophe, on n'est pas forcément dans le catastrophisme. J'espère avoir été clair. Merci à tous. Je sais que vous avez tous des journées très chargées. Je vous les souhaite excellentes et à très bientôt alors. À bientôt, merci. Au revoir.